Bonjour et bienvenue dans cette uchronie numéro 6 consacrée à un fameux dilemme, la fameuse crise des missiles de Cuba. Vous savez, la fameuse baie des cochons. Ce dialogue incroyable qu'il va y avoir entre Nikita Khrouchtchev, qui est le leader communiste à l'époque, et John Fitzgerald Kennedy. D'un côté, les généraux américains qui veulent que les États-Unis bombardent les silos qui sont en train d'être construits par les Russes à Cuba pour installer des bombes atomiques, un petit peu comme ce qui se passe actuellement entre la Russie et la Biélorussie. Mais là, c'était à 200 km des côtes américaines. Et le fait de ne pas agir et de laisser des missiles à 200 km des États-Unis. Vous vous rendez compte, 200 km? Ça veut dire qu'en 20 minutes, les villes américaines pouvaient être rayées et ils n'avaient pas le temps de répondre. Il va se passer donc quelque chose d'incroyable parce que là, le destin du monde va vraiment se jouer et John Fitzgerald Kennedy ne va pas décider de ne rien faire ou de bombarder, lui va décider de faire un blocus naval autour de Cuba et d'empêcher Cuba d'être ravitaillé et de pouvoir faire en sorte de construire ceci. La guerre nucléaire va se jouer à quelques minutes près. Et dans les manuscrits qui ont été déclassifiés, on sait aujourd'hui que beaucoup de généraux souhaitaient que les États-Unis attaquent parce qu'elle aurait forcément donc dégénéré en conflit nucléaire avec la Russie. Mais à l'époque, la Russie n'avait pas autant d'armes nucléaires que les États-Unis et beaucoup de généraux américains reprochent que, effectivement, eh bien, les États-Unis auraient pu peut-être rayer l'URSS à l'époque. Vous vous rendez compte de ce qui se passe dans la tête de généraux ou de personnes qui jouent un petit peu comme à une bataille navale, voilà. Et nous, pauvres humains, nous dépendons de ça. Alors je me dis toujours qu'on peut rien faire, on peut simplement augmenter notre conscience, et c'est quand on augmente notre conscience et qu'on ne participe pas à tous ces égrégores néfastes et négatifs de haine et de concurrence et de frustration qu'on peut aider l'humanité à passer à un autre niveau. En tout cas, je vais vous rappeler les différentes étapes de cette crise des missiles qui a failli dégénérer. Et aujourd'hui, où nous voyons une guerre aux portes de l'Europe, on peut toujours se poser la question si un brin de folie un jour ne peut pas faire dérailler ce qui se passe au niveau mondial. La crise des missiles de Cuba est une confrontation diplomatique et militaire qui oppose les États-Unis et l'Union soviétique du 14 octobre au 28 octobre 1962. Les deux grandes puissances s'engagent dans un bras de fer au sujet des missiles nucléaires soviétiques pointés en direction du territoire américain depuis l'île de Cuba. Cette crise conduit les deux blocs au bord de la guerre nucléaire. Moment paroxystique de la guerre froide, la crise de Cuba souligne les limites de la coexistence pacifique et se solde par le retrait de ces missiles par l'URSS, en échange du retrait de certains missiles nucléaires américains de Turquie et d'Italie, ainsi que par la promesse des États-Unis de ne plus jamais envahir Cuba, après la tentative avortée de 1961. Cet accord entre le gouvernement soviétique et l'administration Kennedy, certes contraignant pour la future politique extérieure des États-Unis, permet au monde d'éviter un conflit militaire entre les deux puissances qui aurait pu mener à un affrontement nucléaire et à une troisième guerre mondiale. Un téléphone rouge reliant directement la Maison-Blanche au Kremlin est également installé après la crise afin de pouvoir établir une communication directe entre l'exécutif des deux superpuissances et éviter qu'une nouvelle crise de ce genre ne débouche sur une impasse diplomatique. La résolution de cette crise ouvre la voie à une nouvelle période de la guerre froide, la détente. Durant les années 1950, les États-Unis avaient une grande influence sur la politique de la République de Cuba, devenue indépendante de l'Espagne en 1898 à la suite de la guerre hispano-américaine. Le 31 décembre 1958, Fulgencio Batista s'enfuit aux États-Unis. Fidel Castro, appuyé par Ernesto Che Guevara, arrive au pouvoir à la tête d'une guérilla soutenue par la majorité des Cubains. Il est alors reconnu par le gouvernement des États-Unis en janvier 1959. Il entreprend une réforme agraire le 17 mai 1959. Les représailles américaines, notamment à l'instigation et sous la pression de la United Fruit Company, l'entreprise bananière qui compte parmi les entreprises nationalisées de l'île, commencent 5 mois après la réforme agraire.
Le 21 octobre, un bimoteur contre-révolutionnaire mitraille la Havane, provoquant 2 morts et une cinquantaine de blessés, et un autre avion largue de la propagande. En juin et juillet 1960, en représailles à un refus de raffinage de pétrole soviétique par les entreprises américaines, l'URSS ayant établi en février 60 des relations diplomatiques et commerciales avec Cuba, Fidel Castro nationalise les sociétés américaines à Cuba. Ces représailles sont suivies le 17 avril 1961 par le débarquement de la baie des Cochons. 1400 hommes soutenus par une force aérienne tentent de renverser Castro. Ce sont en majorité des exilés cubains entraînés par la CIA dans un camp au Guatemala, dans le cadre d'une opération financée par l'administration Eisenhower après accord du président durant l'année précédente. Différentes villes sont bombardées, mais les forces castristes parviennent à bout de cette invasion. Très peu de combattants furent tués. Les autres sont faits prisonniers pour pouvoir échanger leur liberté contre une rançon en dollars et en médicaments. John Kennedy, qui a succédé à Eisenhower le 20 janvier 1961, déclare assumer la pleine responsabilité de cette action préparée pourtant par son prédécesseur. Malgré ce soutien d'une opération militaire téméraire, Kennedy continue de prôner le règlement pacifique des différends internationaux. En octobre 61, alors que les chars russes et américains s'engagent dans un face-à-face à Berlin, Kennedy écrit à Khrouchtchev « En lisant l'histoire des guerres du passé et de la manière dont elles ont commencé, on ne peut s'empêcher d'être impressionné par la fréquence avec laquelle la mauvaise communication, les malentendus et l'irritation mutuelle ont joué un rôle important dans les événements conduisant à des décisions fatales. Cet idéal pacifiste amène le président américain à assister au sommet de Vienne du 3 au 4 juin 1961, sommet ayant pour but d'atténuer les tensions entre les dirigeants du Kremlin et de Washington. Malheureusement, cette rencontre n'aura pas les effets escomptés, Khrouchtchev ayant été très virulent dans ses propos, allant même jusqu'à menacer d'attaquer Berlin et de déclencher l'apocalypse nucléaire si les Américains retentaient une invasion de Cuba. Face à un opposant agressif, Kennedy se montre son égal et met de côté ses principes pacifistes. À sa sortie du sommet de Vienne, Kennedy sait qu'il doit montrer à la Russie la puissance de la domination américaine. En novembre 1961, les États-Unis déploient 15 missiles Jupiter en Turquie et 30 autres en Italie, lesquels sont capables d'atteindre le territoire soviétique. Commence alors, le 7 février 1962, l'embargo des États-Unis contre Cuba. Dans son autobiographie, Nikita Khrouchtchev donne sa perception de l'attitude américaine. « J'avais constamment ce problème à l'esprit. Si Cuba tombait, les autres pays latino-américains nous rejetteraient en prétendant que malgré toute sa puissance, l'Union soviétique n'avait pas été capable de faire quoi que ce soit pour Cuba, sauf d'émettre des protestations creuses devant les Nations Unies. » Le Dr Swedin est professeur de faculté au service histoire de l'université en Utah aux États-Unis. Il a écrit de nombreux ouvrages. C'est lui qui va répondre sur la crise des missiles de Cuba. Que se serait-il passé si la crise des missiles de Cuba avait dégénéré en guerre nucléaire? Il pense que si les États-Unis avaient choisi de bombarder et d'envahir Cuba, cela ne se serait pas passé comme il l'espérait, car il y avait sur l'île des armes nucléaires tactiques dont ils ignoraient l'existence. Il semblerait que le commandant soviétique de Cuba détenait traditionnellement l'autorité de les lancer. Il aurait sans doute fait et cela aurait choqué les Américains. Cela aurait vite dégénéré en échange de tirs. La seule chose qui aurait pu stopper tout cela, dit-il, c'est que les Soviétiques se rendent compte de la faiblesse de leurs forces stratégiques. Comparé aux armes avec lesquelles ils pouvaient frapper les États-Unis, l'arsenal dont ces derniers disposaient était énorme. Avec un peu de chance, le bon sens aurait prévalu, mais les gens ont tendance à se laisser emporter, et je pense qu'ils auraient facilement glissé vers une guerre générale. Dans une guerre générale, l'Union soviétique aurait été anéantie. La puissance stratégique des États-Unis à l'époque était écrasante, donc je pense que les États-Unis auraient survécu à la guerre. Je ne parle ici que de 1962, car si cette guerre avait éclaté quelques années plus tard, les États-Unis ne s'en seraient pas sortis, car une des répercussions majeures de la crise des missiles de Cuba fut que les Soviétiques augmentèrent énormément leur puissance et qu'en 10 ans, ils étaient arrivés au même niveau que les États-Unis. Les Soviétiques avaient à l'époque 26 missiles balistiques intercontinentaux, pouvant atteindre les États-Unis depuis l'Union soviétique, mais aucun missile balistique au large sur leurs sous-marins, car ces derniers étaient tous au port. Ils étaient en maintenance, car le réacteur nucléaire avait des problèmes. Et ils avaient environ 100 bombardiers capables d'atteindre les États-Unis. Les États-Unis, eux,
avait 204 missiles balistiques intercontinentaux, des missiles sur les sous-marins en mer, presque 1500 bombardiers stratégiques et d'autres énormes forces militaires. Nous sommes bien loin d'une égalité, nous parlons d'une puissance écrasante de 1 pour 10. Pensez-vous que nous aurions vu une destruction mutuelle assurée? Cela va vous paraître horrible, mais l'Union soviétique aurait très certainement été détruite. L'Europe l'aurait largement été elle aussi, car les soviétiques avaient un nombre considérable d'armes à portée courte qu'ils auraient utilisées contre elles. C'est juste qu'ils n'avaient pas beaucoup d'armes capables d'atteindre les États-Unis. Je pense que les États-Unis auraient pu être frappés par suffisamment d'armes pour perdre environ 10% de la population, mais je pense qu'ils y auraient survécu. C'était avant qu'on commence à mettre les missiles balistiques intercontinentaux dans de profonds sillons, donc la plupart des bombes auraient explosé dans l'air et non au sol, ce qui aurait radicalement réduit les retombées radioactives. Les États-Unis auraient attaqué la Chine car à l'époque ils considéraient le communisme comme un tout monolithique. L'Europe de l'Est et les autres pays communistes auraient eux aussi été frappés à cause de cela. Dans quel état serait le monde aujourd'hui? Je pense que la couche d'ozone et l'hémisphère nord auraient été très endommagés. Nous aurions vu l'effondrement total de pays, sociétés, économies de toute l'Europe et de l'Union soviétique. Je pense que les États-Unis auraient survécu, mais se seraient repliés sur eux-mêmes puisque leur ennemi aurait disparu. L'hémisphère sud aurait peut-être prospéré car il y aurait eu beaucoup moins de retombées d'effets de la radioactivité. Nous n'aurions très probablement pas vu l'homme marcher sur la Lune, car c'était le résultat de la rivalité de la guerre froide. Sans cette guerre, les États-Unis n'auraient pas investi dans le projet Apollo parce qu'ils auraient plutôt essayé de reconstruire leur économie. Brrr, ça fait froid dans le dos. Ça fait froid dans le dos de voir ce qui se passe au-dessus de nous et de voir que nous sommes que des pions sur un grand échiquier géant dans lequel nous n'avons pas beaucoup de pistes et on ne peut pas faire grand-chose si ce n'est que on peut continuer à vouloir être heureux sans prendre parti pour l'un ou pour l'autre, parce que je pense vraiment que dans ce 21e siècle, comme avait dit Malraux, ce 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Alors, ouvrez-vous à d'autres réalités, lisez les 2 livres de Valérie Burgot sur les raisons cachées du désordre mondial et ne rentrez pas dans des guerres stériles pour être pour ou contre. Personnellement, je pense qu'aujourd'hui, il faut être détaché de tout ce qui se passe, mais avoir l'œil pour comprendre que tout ce que je viens de vous dire est à l'origine des manipulations financières, militaro-industrielles que nous voyons depuis quelques années en Europe et dans le monde.